Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les coulisses du labo, le podcast proposé par Nexus Diagnostic. Aujourd'hui, on plonge au cœur de nos laboratoires, dans le monde fascinant des analyseurs d'hématologie. Ces machines sont omniprésentes, mais comment fonctionnent-elles vraiment ? C'est une excellente question. On va explorer ça ensemble. On va parler des technologies de base, des différences entre les approches, comme les fameux 3-diff et 5-diff. Oui, et puis surtout, comment on choisit le bon automate ? Quels sont les points de vigilance ? Et bien sûr, on ne peut pas passer à côté de l'intelligence artificielle qui bouscule pas mal les choses aussi dans ce domaine. Tout à fait. On va essayer de décortiquer tout ça, des principes fondamentaux jusqu'aux dernières avancées. Parfait. Alors commençons par le commencement, si on peut dire. La technologie historique, c'est l'impédance, le principe de Coulter, c'est ça ? Exactement. C'est la base de l'automatisation en hématologie. L'idée est assez simple en théorie. On fait passer les cellules, une par une, dans un tout petit orifice ou lien en courant électrique. D'accord. Et comme les cellules ne conduisent pas bien l'électricité, Voilà, elle crée une résistance, une sorte de micro-interruption du courant quand elle passe. Chaque interruption, chaque impulsion, correspond à une cellule, donc on les compte. simple et efficace pour compter. Oui, et la taille de l'impulsion, son amplitude, elle est proportionnelle au volume de la cellule. C'est ce qui permet aux analyseurs dits 3-diff. Les trois populations. C'est ça, de distinguer en gros trois grandes familles. Les lymphocytes, petits et sans granules, les granulocytes, plus gros et granuleux, et puis une catégorie un peu intermédiaire, les cellules mononucléées ou de taille moyenne, principalement basées sur la taille. Ok, donc ça, c'est la base. Mais pour avoir plus de détails, pour la fameuse formule 5-diff, il faut autre chose. Absolument. Pour différencier plus finement, notamment les différents types de granulocytes et les monocytes, la taille seule ne suffit plus. On passe alors à des techniques optiques, principalement la cytométrie en flux basée sur la diffusion de la lumière, le light scatter. La lumière. Comment ça marche ? Alors là, on utilise un faisceau laser très fin qui va frapper chaque cellule individuellement lorsqu'elle passe. La manière dont la lumière est déviée ou diffusée nous donne des informations précieuses. Ah oui, c'est-à-dire ? Mais il y a deux mesures principales. La lumière diffusée vers l'avant, le forward scatter ou FSC, est toujours liée à la taille de la cellule, un peu comme l'impédance. Oui. Mais c'est surtout la lumière diffusée sur le côté, le side scatter ou SSC, Ouais. qui apporte beaucoup plus. Elle dépend de la complexité interne de la cellule, la présence de granules, la forme du noyau, la texture du cytoplasme. D'accord. Donc taille plus complexité interne. Exactement. Et c'est la combinaison de ces deux informations, taille et complexité, qui permet de séparer les 5 populations leucocytaires principales, neutrophiles, lymphocytes, monocytes, éosinophiles et basophiles, le fameux 5-diff. Et parfois on entend parler de fluorescence aussi. Ça vient s'ajouter à ça. Tout à fait. Cytométrie en flux peut être couplée à la fluorescence. On utilise alors des colorants fluorescents spécifiques qui vont se fixer sur certains composants cellulaires, comme l'ADN ou l'ARN. Et ça sert à quoi plus précisément ? Ça permet d'identifier et de compter des populations spécifiques avec encore plus de certitude. Par exemple, les réticulocytes, qui sont de jeunes globules rouges contenant encore un peu d'ARN, très important pour évaluer l'activité de la moelle osseuse. Ou encore les érythroblastes, des précurseurs des globules rouges qui ne devraient normalement pas être dans le sang circulant. La fluorescence aide aussi beaucoup pour un comptage plus fiable des plaquettes en évitant les interférences avec des débris ou des petits globules rouges qu'on peut avoir avec l'impédance. D'accord. Et on voit aussi émerger la morphologie digitale, l'analyse d'images. Oui, c'est une autre approche, souvent complémentaire. Là, l'automate réalise un frottis sanguin, le colore, puis le numérise à haute résolution. Ensuite, des algorithmes, et de plus en plus l'IA, analysent les images pour classer les cellules. Donc on a un arsenal technologique assez varié. Impédance, diffusion lumineuse, fluorescence, analyse d'images. C'est ça. Et souvent, les automates modernes combinent plusieurs de ces technologies pour offrir un maximum d'informations et de fiabilité. Un analyseur 5-diff performant utilisera typiquement la cytométrie en flux, scatter, fluorescence, et parfois l'impédance pour certains paramètres comme les globules rouges. La morphologie digitale vient souvent en complément ou pour la validation. Justement, face à ces différentes technologies, comment un laboratoire choisit-il son automate ? Quels sont les critères importants ? Ce n'est pas juste une question de 3-diff ou 5-diff, j'imagine. Beaucoup de facteurs propres à chaque laboratoire. Il y a évidemment le type de paramètres nécessaires à est-ce qu'un 3-diff suffit pour une activité de routine de base ou faut-il impérativement un 5-diff pour une activité hospitalière avec des cas pathologiques variés ? A-t-on besoin de la numération des réticulocytes, des érythroblastes, des plaquettes fluorescentes ? D'accord, le menu de test. Quoi d'autre ? La cadence.
Combien d'échantillons par heure l'automate doit-il pouvoir traiter? Un petit laboratoire n'a pas les mêmes besoins qu'une grosse plateforme technique. Il y a aussi la facilité d'utilisation, la maintenance requise, la fiabilité, bien sûr. Et le coût, j'imagine. Le coût est un facteur non négligeable, évidemment. Le coût d'acquisition, mais aussi le coût par test qui inclut les réactifs, les contrôles, la maintenance. Et puis, il faut penser à l'intégration dans le système informatique du laboratoire, la connectivité. Et le rôle du biologiste dans tout ça? Ce n'est pas juste appuyer sur un bouton, j'imagine. Absolument pas. Le rôle du biologiste est central. D'abord dans le choix de l'automate, justement, pour s'assurer qu'il correspond bien aux besoins cliniques et techniques. Ensuite, au quotidien, il y a toute la gestion de la qualité, les contrôles internes, les comparaisons interlaboratoires. La validation technique aussi, non? Vérifier que les résultats sont cohérents. Exactement. C'est une étape cruciale. L'automate peut générer des alarmes ou flags quand il détecte une anomalie ou une incertitude. Le biologiste doit interpréter ces alarmes, examiner les courbes, les graphiques générés par l'automate, les cytogrammes, histogrammes. Et parfois, regarder au microscope. Oui, c'est indispensable. Si l'automate signale un problème ou si les résultats chiffrés sont incohérents avec la clinique du patient, le biologiste doit réaliser et lire un frottis sanguin au microscope. C'est la vigilance indispensable. L'automate est une aide formidable, mais l'œil et le cerveau du biologiste restent le gold standard pour l'interprétation finale, surtout dans les cas complexes ou pathologiques. Justement, en parlant de vigilance, quels sont les risques ou les points auxquels il faut faire attention avec ces automates? Le risque principal, c'est l'erreur analytique, bien sûr. Elle peut venir de l'automate lui-même, un dysfonctionnement, un mauvais calibrage, mais très souvent, elle vient de ce qu'on appelle la phase préanalytique, C'est-à-dire, avant que l'échantillon n'arrive dans la machine. précisément, la qualité du prélèvement, le bon remplissage du tube, l'anticoagulant utilisé, le DTA est la norme, mais attention aux rares cas d'agglutination plaquettaire à l'EDTA. Et surtout, le délai et les conditions de conservation avant l'analyse. Ah oui, des études montrent que ça peut vraiment affecter les résultats, non? Énormément. Sur un échantillon frais, disons de moins de 6 heures, la plupart des grands analyseurs donnent des résultats assez comparables pour les paramètres de base. Mais dès qu'on dépasse ce délai, ou si l'échantillon est conservé à température ambiante plutôt qu'au réfrigérateur, Ça se complique. Oui, des différences significatives peuvent apparaître, et pas forcément les mêmes selon les automates. Certaines populations cellulaires sont plus fragiles. Les granulocytes, notamment, les osionophiles et les basophiles, peuvent se dégrader ou changer d'aspect, ce qui fausse leur comptage et leur identification par l'automate. Même les neutrophiles peuvent être affectés. donc la règle d'or, c'est analyser le plus vite possible. C'est l'idéal absolu, oui. Analyser dans les 6 heures ou au maximum dans les 24 heures si l'échantillon est conservé à 4 degrés Celsius. Au-delà, il faut être très prudent et bien connaître les limites de son propre analyseur pour chaque paramètre. C'est une part importante de la vigilance du biologiste. L'agitation pendant le transport semble moins critique d'après certaines études, mais le temps et la température, eux, sont vraiment des facteurs clés. Très clair. Et maintenant, parlons un peu de l'avenir, qui est déjà présent. L'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'elle s'intègre dans ces analyseurs? L'IA arrive en force, c'est vrai, principalement de deux manières, on va dire. D'abord, dans l'amélioration des algorithmes de classification cellulaire au sein même de la cytométrie en flux ou de l'analyse d'impédance. L'IA peut aider à affiner la séparation des populations, à mieux identifier les cellules anormales. Et la deuxième manière? C'est surtout via l'analyse d'images, la morphologie digitale dont on parlait. Des réseaux neuronaux convolutifs, les fameux CNN, sont entraînés sur des milliers, voire des centaines de milliers d'images de cellules sanguines ou médulaires. Entraîner à quoi faire? À reconnaître et classifier les cellules avec une précision parfois égale ou supérieure à celle de l'œil humain pour certaines tâches répétitives. Ils peuvent préclassifier les leucocytes sur un frottis numérique, identifier des cellules rares ou anormales comme les blastes dans une suspicion de leucémie avec des taux de succès impressionnants, souvent au-delà de 95%. On a des exemples concrets de ces modèles d'IA? Oui, on voit émerger des modèles très puissants. Par exemple, le modèle DinoBloom, qui est ce qu'on appelle un modèle de fondation. Il a été préentraîné sur une base des données énorme de plus de 380 000 images cellulaires en apprenant, tout seul, par autosupervision, à extraire les caractéristiques importantes d'une cellule. Et ça lui permet de faire quoi ensuite? Eh bien, même sans avoir été spécifiquement entraîné pour une tâche précise au départ, il peut ensuite être adapté très efficacement pour classifier finement différents types de cellules ou même des sous-types de pathologies comme certaines leucémies aiguës myéloïdes.
Il peut aussi générer des visualisations qui aident le clinicien à comprendre pourquoi l'IA a classé une cellule d'une certaine manière. C'est fascinant. L'IA pourrait donc voir des choses qu'on ne voit pas nous-mêmes. Il y avait cette étude qui suggérait qu'un algorithme pouvait deviner une mutation génétique juste en regardant la photo de la cellule. C'est une des perspectives les plus troublantes et excitantes, oui. L'idée que des caractéristiques morphologiques très subtiles, peut-être même pas perceptibles consciemment par un humain, soient corrélées à des anomalies génétiques spécifiques, comme la mutation NPM1 dans les lames. Si ça se confirme et se généralise, ça ouvre des possibilités diagnostiques incroyables. Mais il faut rester prudent, j'imagine. Quels sont les risques avec l'IA en hématologie ? La prudence est absolument nécessaire. Le premier risque, c'est le biais. Si les données utilisées pour entraîner l'IA ne sont pas représentatives de toute la diversité des patients et des pathologies, l'algorithme pourrait être moins performant pour certains groupes ou certains cas rares. Il y a aussi la question de la boîte noire. Parfois, il est difficile de comprendre exactement comment l'IA arrive à sa conclusion. Il faut développer des méthodes pour rendre ces décisions plus transparentes et interprétables par le biologiste. Et la validation. Comment s'assurer que ça marche vraiment bien ? C'est crucial. Il faut une validation rigoureuse sur des jeux de données indépendants, dans des conditions réelles de laboratoire, avant d'implémenter ces outils en routine clinique. Et même après, une surveillance continue est nécessaire. L'IA est une aide décisionnelle, un outil extrêmement puissant, mais elle ne remplace pas, en tout cas pas aujourd'hui, le jugement clinique et l'expertise du biologiste qui doit rester le validateur final. Donc, pour résumer, on est passé de principes physiques assez simples comme l'impédance à des technologies optiques sophistiquées comme la cytométrie en flux avec fluorescence. Et maintenant, on intègre l'IA pour analyser ces données complexes et les images cellulaires. C'est exactement ça. Une évolution constante vers plus de précision, plus d'informations, pour affiner les diagnostics et mieux comprendre les maladies du sang. L'hématologie automatisée combine vraiment le meilleur des technologies établies et des innovations de pointe. Et ça laisse songeur pour l'avenir du métier de biologiste. Avec l'IA qui prend en charge de plus en plus de tâches, comment le rôle va-t-il évoluer ? C'est une question centrale. Je pense que le rôle va évoluer vers plus d'expertise. Moins de temps passé sur la validation technique de routine des cas normaux, qui sera de plus en plus automatisée et fiabilisée par l'IA, et plus de temps consacré aux cas complexes, à l'interprétation des données générées par ces nouvelles technologies, à l'intégration des résultats dans le contexte clinique global du patient et à la communication avec les cliniciens. Plus de temps pour le conseil et l'expertise médicale, en somme. Probablement, oui. Une expertise augmentée par l'IA, mais toujours centrée sur le patient. C'est une perspective plutôt stimulante, non ? Effectivement, une belle réflexion pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant sur les analyseurs d'hématologie. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés dans les coulisses du labo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast si vous l'avez apprécié. Pour en savoir plus sur les automates et les gammes que Nexus Diagnostic distribue au Maroc, vous pouvez visiter notre site web www.nexusdiagnostics.ma. À très bientôt pour une nouvelle exploration.